Bonjour, c'est un véritable plaisir d'être ici avec vous. Comme chaque année, merci à vous toutes et tous d'être ici et au groupe Action bien évidemment. Donc je vais vous parler des situations vulnérables en échocardiographie. En préambule, un mot sur l'échocardiographie. L'échocardiographie est une technique qui existe depuis maintenant de nombreuses années. C'est une technique qui est complètement non invasive, donc en clair, elle ne fait pas de mal, entre guillemets, à l'occasion. Il n'y a pas de complications liées à son utilisation. Vous voyez que par rapport à 1953, la première description de cet outil, je vais prendre juste la flèche. Vous voyez, il y avait beaucoup de matériel et finalement, pour obtenir simplement une ligne, pour dire que le malade était vivant, vous voyez, le cœur bouge. En 79, l'année de ma naissance, c'était mieux, la barbe était à la mode déjà. Et puis en 2023, on a des appareils qui sont moins volumineux et qui permettent d'obtenir une imagerie de très grande qualité. Aujourd'hui, on obtient ce type d'image qui permet d'explorer l'ensemble des pathologies cardiaques, le muscle, les valves, les vaisseaux, une multitude de choses. Par ailleurs, aujourd'hui, l'échocardiographie est maintenant interventionnelle au sens où, en plus de faire le diagnostic, elle participe au traitement. Donc on va aller au bloc opératoire, en salle de cardiologie interventionnelle, pour proposer et guider la stratégie thérapeutique. Et puis un mot sur les explorations à l'effort. Ça, c'est un point fondamental. Lorsqu'on veut évaluer le risque d'un patient qui est souvent gêné à l'effort. Vous savez, le cœur est fait pour répondre aux besoins de l'organisme au repos, mais surtout à l'effort. Donc on doit bouger, bien évidemment. Et donc on doit pouvoir explorer ces patients à l'effort pour bien comprendre s'ils sont authentiquement gênés et puis rattacher l'éventuel symptôme à la maladie cardiaque pour, pour proposer le bon traitement au bon patient au bon moment. Alors quel est l'intérêt? On l'a dit, c'est peu coûteux. On va essayer de faire le diagnostic et évaluer le pronostic. C'est vraiment ici où on va faire l'évaluation de la vulnérabilité. Cela étant fait, le plus important, c'est essayer de modifier ce pronostic, donc modifier cette vulnérabilité en essayant bien sûr de la diminuer, donc optimiser le suivi, optimiser les prises en charge médicales, interventionnelles ou chirurgicales, participer aux gestes thérapeutiques et bien évidemment suivre les patients. Alors, au cours de cette présentation, je vais vous illustrer l'intérêt de cet outil ultrasonore pour la prise en charge des patients au travers de cas cliniques. Je vais commencer par un premier cas, un homme d'environ 70 ans. Alors vous voyez, j'ai volontairement chargé la diapositive pour dire que tous les outils d'imagerie, quels qu'ils soient, sont des examens fiables mais doivent être intégrés dans la prise en charge du patient. Et cette prise en charge doit d'abord évaluer la vulnérabilité de façon clinique, en interrogeant le patient, recueillant ses antécédents. Ici, le patient avait déjà fait un petit accident cérébral motivant la mise en route d'un traitement avec un peu d'aspirine et un traitement anticholestérol, les facteurs de risque vasculaire. On va aussi interroger sur les symptômes, c'est un point tout à fait fondamental. C'est pas la même chose d'avoir des symptômes ou pas de symptômes pour ajuster les traitements. Et puis on va se rendre compte que ce patient a décidé d'arrêter son traitement, a fait une infection bactérienne et 15 jours après a eu un déficit neurologique, peu importe le symptôme. On l'a examiné, on a fait un électrocardiogramme, un bilan biologique, un échodoppler des troncs supraortiques pour vérifier s'il n'y a pas de plaques sur les vaisseaux qui pourraient expliquer les symptômes. Et puis, il a des symptômes neurologiques, on est allé examiner le cerveau et vous voyez, ces flèches indiquent des petits accidents cérébraux dans différents territoires vasculaires. Une fois qu'on a fait ça, avant de prescrire un examen quel qu'il soit, on se pose, on réfléchit un tout petit peu et on évalue la probabilité clinique ou quelle est notre hypothèse diagnostique. Ici, c'est un homme qui a un certain nombre de facteurs de risque vasculaire, qui a arrêté son traitement anti-athéromateux, qui fait plusieurs accidents dans différents territoires vasculaires. Donc on se dit, probablement, ce n'est pas une plaque sur une seule artère, mais peut-être un caillot ou une plaque d'athérome qui vient du cœur, le principal organe évidemment de la pompe. Et donc on se dit, il faut explorer ce cœur de façon complète et on a prescrit l'échographie ici transthoracique et transésophagienne pour aller rechercher toutes les causes potentielles d'embolie. Je passe sur toutes les images pour vous montrer la cause qu'on a identifiée. Ici, c'est une image de la crosse de l'aorte en échographie transésophagienne, c'est cette zone-là. On observe ici une plaque d'athérome volumineuse qui est ici ulcérée et au sein de laquelle il y a un volumineux thrombus qui s'est formé.
Et ce thrombus, donc ici, est en regard des troncs supraortiques, donc on comprend aisément qu'il y a manifestement un lien causal entre ces lésions. Fort heureusement, l'identification de cette lésion a permis d'optimiser la prise en charge, traitement antithrombotique, on a remis le traitement anticholestérol, on a expliqué aux patients, nous sommes à 10 ans de suivi, il va très bien. On peut identifier aussi, dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral, d'autres causes. Ici, c'était un patient qui avait un petit accident cérébral, totalement asymptomatique par ailleurs. L'examen était normal. L'électrocardiogramme aussi. À l'échographie, on voit une volumineuse masse dans l'oreillette gauche qui passe dans le ventricule gauche en diastole. Ici, c'est une tumeur du cœur, la plus fréquente, c'est le myxome. Le patient a pu être opéré grâce à ce diagnostic-là. Autre exemple de maladie cardiaque, ce sont les maladies valvulaires. Vous savez, c'est les petits clapets qu'on a dans le cœur. Ces problèmes valvulaires, lorsqu'il y a des symptômes et lorsque le dysfonctionnement est sévère, on peut être amené à les réparer chirurgicalement ou par voie percutanée. Et quand on ne peut pas réparer, on peut être obligé de remplacer ces valves-là. On a maintenant à notre disposition une multitude de prothèses, dites biologiques ou en métal. Ces substituts valvulaires ne sont pas dangereux, ils sont même très efficaces pour améliorer le pronostic des patients. Maintenant, une fois qu'on a mis ces dispositifs, il faut les surveiller parce qu'on peut aussi avoir des dysfonctionnements des dispositifs. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements qu'on peut avoir, notamment les thromboses, et je vais vous parler d'un cas de thrombose. Ici, on est en échographie transœsophagienne pour explorer une patiente de 60 ans qui a présenté un essoufflement. Au bout de l'examen clinique et de l'ensemble du bilan, on a documenté un dysfonctionnement de la prothèse mécanique mitrale. Ici, c'est l'oreillette gauche, le ventricule gauche. C'est une prothèse mécanique à double ailette. Vous voyez qu'ici, une ailette bouge. Et vous voyez ici en rouge, l'ailette ne bouge pas. Probablement en raison d'un petit caillot qui s'est mis sur la prothèse. Comment prendre en charge cette patiente qui est symptomatique? Il y a une multitude de prises en charge possibles. La technique de référence est réouvrir la poitrine et aller de nouveau remplacer la valve. Dans ce cas particulier, on s'est posé, on a beaucoup réfléchi et compte tenu du très haut risque chirurgical de la patiente, du très haut risque aussi de saignement, on aurait pu faire un peu de thrombolyse, ce n'était pas une option. On a décidé en équipe de faire une approche, on va dire originale, dans l'idée d'essayer d'améliorer la prise en charge. Et ici, je vous montre l'échographie qu'on a faite en salle de cardiologie interventionnelle avec un certain Gilles Montalesco. Et globalement, ici, c'est simplement pour vous illustrer le rôle thérapeutique de l'échocardiographie. Ici, on est en échographie transœsophagienne, on voit la prothèse mécanique. En vert, vous voyez l'ailette qui bouge, et en rouge, l'ailette ne bouge pas. Gilles Montalesco a monté un cathéter, traversé la cloison interauriculaire et à l'aide du monitorage échographique a pu positionner la sonde en regard de l'ailette bloquée. Et l'idée derrière cela, c'est d'aller mobiliser mécaniquement la prothèse sans ouvrir pour essayer de la débloquer. Ici, vous voyez la sonde au contact de l'ailette. Alors, ce n'est pas visible ici, mais il y a eu des petits mouvements mécaniques. Et ici, vous avez le résultat après, vous voyez, c'est deux flèches vertes puisque les deux ailettes bougent. On a pu, ici, traiter la patiente sans ouvrir, c'est quand même un point important. Autre situation clinique, je vous ai dit qu'on allait évoquer un certain nombre de pathologies cardiaques, l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est une maladie extrêmement grave, il faut pouvoir la diagnostiquer, la phénotyper, identifier le phénotype du patient, c'est-à-dire quelle est la cause ou quel est le type d'insuffisance cardiaque pour adapter les prises en charge. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. On voit ici un ventricule qui ne se contracte pas convenablement. Vous voyez que la cavité varie très peu entre la systole et la diastole. À l'inverse, ici, une fraction d'éjection préservée, on voit la variation de la cavité entre la systole et la diastole. Je vais vous parler d'un homme de 44 ans qui était essoufflé à l'effort. Il a un certain nombre de facteurs de risque de maladies cardiaques, notamment du diabète, et il n'a pas compris qu'il fallait arrêter de fumer. L'examen clinique est important, le malade avait une tachycardie, le cœur rapide, à l'auscultation, il y avait une anomalie, le galop qui évoquait l'insuffisance cardiaque. On est allé, après l'électrocardiogramme, à l'échographie. Et à l'échographie, on voit très simplement, en posant la sonde sur le patient, que le ventricule est dilaté et vous voyez qu'il a du mal à se contracter puisque la cavité ne varie pas entre le remplissage et l'éjection. Donc ici, on pose le diagnostic d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée.
Une fois qu'on a fait ça, on va faire bien évidemment des manœuvres pour essayer de modifier cette vulnérabilité, ce risque. Et ici, on a des algorithmes thérapeutiques bien définis dans l'insuffisance cardiaque. C'est ce qu'on appelle les 5 fantastiques, des médicaments et la réadaptation cardiovasculaire. Je passe dessus. Et puis, pour le suivi du patient, c'est évidemment important. Je vous montre les données du patient à 1 an d'intervalle. Vous voyez qu'à 1 an d'intervalle, avec le traitement bien conduit, on voit que la cavité a réduit sa taille et la cavité aussi varie entre la systole et la diastole. Le patient a complètement ou quasiment normalisé sa fonction cardiaque, donc l'échographie a aussi un intérêt pour le suivi. Autre cas pratique dans l'insuffisance cardiaque qui nous occupe énormément dans le service, c'est une jeune femme de 35 ans qui s'est présentée d'emblée dans une situation absolument catastrophique puisqu'elle était en état de choc, une pression artérielle très basse. On a dû lui mettre plusieurs assistances, une assistance respiratoire, des médicaments pour soutenir le cœur et on a même dû mettre une assistance mécanique, ce qu'on appelle une ECMO. Dans ces situations-là, le pronostic, donc les patients est extrêmement vulnérable, la mortalité, il y a le risque de décès, est très important puisque dans cette situation, on a des mortalités à 1 an de l'ordre de 50%. Je pense que vous convenez que c'est très grave. À l'échographie, on confirme le diagnostic qu'on avait déjà cliniquement, on a une altération sévère de la fonction cardiaque avec une fraction d'éjection effondrée. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas particulier? On a traité l'urgence. On a identifié ce dysfonctionnement, on a bien évidemment, je n'ai pas le temps de détailler, recherché des causes, on n'a pas trouvé de cause à cette insuffisance cardiaque comme souvent, et donc on a considéré que c'était une insuffisance cardiaque sans cause documentée, et on a appliqué les algorithmes thérapeutiques avec les 5 fantastiques. Au cours du suivi, et contrairement au cas précédent, on a constaté que le cœur ne s'est pas amélioré en termes de fonction visuelle. Vous voyez que le ventricule reste dilaté et le fonctionnement reste altéré. La patiente se disait cependant asymptomatique, que je dois dire présentait plutôt bien. Alors qu'est-ce qu'on doit faire à ce stade-là? Et ça, c'est une question qu'on se pose très régulièrement. Est-ce qu'on continue le traitement? On encourage la patiente à faire du sport, à venir aux consultations, à reprendre sa vie? Et puis on la suit régulièrement? Ou est-ce qu'on envisage des traitements de type greffe cardiaque? Ça, c'est une vraie problématique parce que ces traitements sont efficaces, il faut les proposer au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Et donc là, l'idée, c'est d'évaluer ou d'affiner l'évaluation de la vulnérabilité. Et pour cela, je vous parlais tout à l'heure des évaluations à l'effort. Les évaluations à l'effort ont une place tout à fait fondamentale. Ici, je vous montre un article très ancien qui documentait dans ce type de population de patients l'intérêt des explorations à l'effort. Vous voyez ici des patients chez qui on se pose la question d'une greffe cardiaque. Certains ont été greffés, d'autres non. Et vous voyez que quand la capacité d'effort est évaluée par le pic de consommation d'oxygène, peu importe, par la capacité d'effort, quand la capacité d'effort est peu diminuée, finalement, on peut attendre avec un pronostic équivalent à la greffe cardiaque sans prendre le risque, bien évidemment, de chirurgie, de lourdeur, de prise en charge de greffe cardiaque. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué cette patiente à l'effort. Donc vous voyez le questionnement, comment améliorer le phénotypage ou l'évaluation de la vulnérabilité. On a une fraction d'éjection basse. Je vous ai mis ici 2 capacités d'effort de 2 patientes avec la même fonction cardiaque. Vous voyez une patiente avec une capacité d'effort tout à fait effondrée, un effort très court et un pic de VO2 à 11. Ici, notre patiente avait une pic de VO2 à 26 qui était un pic de VO2 normal parce que la nature est bien faite et qu'il y a eu une adaptation périphérique. Donc dans ce cas, quelle a été la prise en charge? On l'a encouragée à reprendre son activité professionnelle, on l'a suivie de façon très régulière, on faisait des évaluations à l'effort très régulières, elle a pu vivre et travailler normalement 3 ans et demi, et puis malheureusement la maladie a évolué, on a pu la greffer à 5 ans, et aujourd'hui elle va très bien puisqu'on l'a greffée en 2020, on est à 5 ans de suivi, donc au bon moment. Je terminerai sur une problématique majeure des examens d'imagerie, c'est la problématique de, on avait dit pour bien prendre en charge les malades et au bon moment, mais d'un autre côté, chez qui faire l'examen et chez qui ne pas le faire. Je ne voudrais pas que vous compreniez ou que vous entendiez qu'il faut faire des échocardiographies à tout le monde. Certes, c'est un examen non dangereux et peu coûteux, mais d'un autre côté, il a un coût, bien évidemment, et il peut être associé à des prises en charge parfois non optimales des patients. Donc il faut systématiquement se poser la question, est-ce que j'ai besoin de faire cet examen et chez qui le prescrire?
Je vais vous prendre l'exemple de la maladie coronaire, on vous en a déjà parlé. Vous savez, l'encrassement des artères du cœur qui est un fléau dans notre pays et dans le monde. Et le concept ici, c'est de dépister ou de prendre en charge ces maladies de façon adéquate, de les diagnostiquer, d'optimiser les prises en charge et d'améliorer le pronostic. Cas clinique, donc c'est un homme de 45 ans qui a une hérédité au premier degré, on en a parlé, c'est un facteur majeur quand on a dans la famille des problèmes vasculaires. Et son père, à 45 ans, a fait un infarctus. Depuis quelques semaines, il vient consulter parce que depuis quelques semaines, il a des symptômes, je le cite, bizarres dans la poitrine lorsqu'il fait un effort, mais ce n'est pas constant. Parfois, il fait un effort intense, il ne l'a pas. Parfois, un effort modéré, il a une gêne thoracique. J'ai interprété ça comme des symptômes suspects, mais non typiques. L'examen clinique était normal, il n'y a pas de souffle il faut éliminer une maladie valvulaire. L'électrocardiogramme est normal. Comme toujours, le malade a des symptômes. On réfléchit avant de prescrire un examen complémentaire. On évalue la probabilité clinique pré-test avant de faire l'examen de maladie. Ici, je passe sur les détails. On a estimé que la probabilité pré-test était intermédiaire haute ou élevée, donc significative, puisqu'il a une hérédité, puisqu'il a un symptôme évocateur, et on a estimé qu'on ne pouvait pas prendre le risque de méconnaître cette maladie. On a une multitude d'examens qui permettent de diagnostiquer de façon très fiable la maladie coronaire. Alban Redeuil vous avez parlé de l'examen anatomique, le coronaroscanner, la coronarographie aussi. On a ce qu'on appelle les tests fonctionnels. Les tests fonctionnels, c'est quoi? C'est une épreuve d'effort, ici, combinée à l'imagerie. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que s'il y a une sténose, un rétrécissement sur l'artère significatif, c'est des symptômes d'effort, on va reproduire la circonstance dans laquelle on a le symptôme et on va voir si on documente une anomalie qu'on va rattacher au symptôme. Et du coup, on a un diagnostic fiable et on espère améliorer le pronostic. Ici, dans ce cas, dès le faible niveau, ici c'est l'examen au repos, le cœur se contracte normalement. Vous voyez, avec une charge modérée, c'est environ 100 watts, 50% de la théorie pour ce patient, on voit que le cœur ne se contracte plus convenablement. Au lieu que cette paroi aille vers la cavité, vous voyez qu'elle va dans l'autre sens. On parle ici de dyskinésie. Et donc clairement, comme les artères irriguent une partie du cœur et on connaît l'anatomie, on a suspecté une lésion de la principale artère du cœur, l'artère interventriculaire antérieure. Vous auriez pu me dire pourquoi ne pas aller d'emblée à la coronarographie, pour une raison simple, c'est que c'est un examen invasif, donc on peut avoir un certain nombre de complications, et d'autre part, il y a un certain nombre de patients chez qui ces examens vont être rassurants. C'était des symptômes atypiques, donc si l'examen était normal, on aurait arrêté, pas les frais, mais on aurait arrêté les explorations à ce stade-là. Chez ce patient, on est allé plus loin, et la coronarographie a révélé une lésion critique de l'artère IVA dans son segment proximal qu'on a pu traiter par angioplastie. Évidemment, ce traitement ne se limite pas à l'angioplastie, il faut une prise en charge globale des patients, vous le savez, on l'a envoyé en réadaptation. La problématique majeure, je vous disais chez qui le prescrire, et je terminerai par ça, ce sont les patients asymptomatiques. En particulier ce patient, une fois qu'on l'a revascularisé, est-ce qu'il faut le retester pour vérifier que l'angioplastie marche? Eh bien, dans ce cas de figure-là, je dois dire qu'il n'y a pas de certitude et on est encore dans le questionnement. Pourquoi? Parce que déjà, les malades sont très bien traités par définition, parce qu'on sait qu'ils sont coronariens, donc à haut risque. À ce jour, c'est contre-intuitif, mais on n'a jamais montré que le patient asymptomatique, bien traité avec des médicaments, tirait bénéfice d'une nouvelle revascularisation. Et par ailleurs, quoi qu'il arrive, il y a des risques, et donc même si ce sont des examens sûrs, on peut avoir malheureusement quelques décès par l'examen en lui-même ou par les procédures de revascularisation ultérieures. Et vous voyez ici qu'Hippocrate nous regarde, primum non nocere est particulièrement important chez les patients asymptomatiques. Et puis évidemment, ça coûte de l'argent. Sur les patients asymptomatiques, et je vais conclure, la question n'est pas tranchée, raison pour laquelle avec le groupe Action, on a une étude en cours, c'est l'étude Arcachon, on devrait avoir bientôt les résultats pour avancer et pouvoir mieux prescrire ces examens. Pour conclure, l'échocardiographie est un examen génial, qui est très performant et très pertinent. Cependant, il faut continuer de le prescrire avec raison. Je vous remercie.